Léopold Sédar Senghor. Ce nom évoque un paradoxe fascinant. D'un côté, on a le poète, celui qui manie les mots, les rythmes, et de l'autre, le président, le bâtisseur d'une nation. Comment est-ce que ces deux facettes, qui semblent si opposées, ont pu coexister? Mieux encore, comment ont-elles pu se nourrir l'une l'autre pour forger le destin du Sénégal? C'est ce parcours hors du commun qu'on explore aujourd'hui. Il faut s'imaginer un peu le contexte. On est au milieu du XXe siècle, c'est la grande vague des indépendances. Et cette question, elle est sur toutes les lèvres. Pour les nouveaux dirigeants, le défi est absolument immense. Il ne s'agit pas juste de bâtir une économie ou une administration, non. Le vrai enjeu, c'est de forger une identité, une âme collective, après des décennies, voire des siècles de domination coloniale. Et c'est là que Senghor se démarque. Alors que beaucoup se tournent vers des solutions purement politiques ou économiques, lui, il choisit une voie bien plus singulière. Pour Senghor, une nation, ça se fonde d'abord et avant tout sur la réaffirmation de sa propre culture. Il était convaincu qu'une politique sans culture, c'est un peu comme un corps sans âme. Voilà, le poète président. Cette double casquette, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa vision du monde, sa vie et son œuvre. Quand on regarde ce parcours, c'est tout simplement stupéfiant. D'un petit village de pêcheurs au Sénégal à l'institution la plus prestigieuse de la langue française, l'Académie française, en passant par la présidence de son pays, Senghor a littéralement incarné la rencontre entre deux mondes, l'Afrique et l'Europe. Et toute sa vie, il a essayé de les faire dialoguer. Pour vraiment saisir la pensée de Senghor, il faut absolument revenir sur un concept qu'il a contribué à créer dans l'effervescence intellectuelle du Paris des années 30, la négritude. Alors, la négritude, c'est quoi au juste? Avec les mots de son grand ami Aimé Césaire, c'est avant tout un acte d'affirmation. Face à un monde colonial qui niait ou dévalorisait l'identité des Noirs, c'était une façon de dire « oui, nous sommes Noirs, nous acceptons cette histoire, cette culture, et nous la revendiquons avec fierté ». C'était un point de départ, un socle fondamental. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, les deux pères de la négritude n'avaient pas tout à fait la même vision des choses. Pour Césaire, la négritude, c'était une arme de combat, une affirmation radicale face à l'oppression. Pour Senghor, c'était un peu différent. Il voyait la négritude comme un patrimoine culturel, une base solide non pas pour la confrontation, mais pour un dialogue d'égal à égal avec toutes les autres cultures du monde. Et comment mettre en pratique cette idée de dialogue? Pour Senghor, la réponse était évidente, par la poésie. Le poème n'était pas juste un exercice de style pour lui, c'était un outil politique et philosophique pour construire des ponts. Écoutons bien ce vers. Ce n'est pas juste une jolie phrase. En invitant la kora et le balafon, qui sont des instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest, au cœur d'un poème en français, Senghor fait un acte de fusion culturelle. C'est très fort. Il fait entrer le son et le rythme de l'Afrique dans la langue de l'ancien colonisateur. C'est ça le coup de génie de Senghor. Il ne s'est pas contenté de copier les modèles français, non. Il a métissé la langue française. Il y a mis des mots, des images, des rythmes de ses langues maternelles, le sérère et le wolof. Il parlait de son royaume d'enfance comme de la source de toute son inspiration. D'ailleurs, il y a un terme un peu académique pour décrire cette méthode, la transculturalité. Il ne s'agit pas d'un simple mélange, c'est une vraie fusion, où les éléments qu'on emprunte sont tellement transformés qu'ils créent quelque chose de complètement nouveau. Une œuvre qui porte en elle l'ADN de plusieurs cultures. Et cet extrait l'illustre à merveille. Senghor prend le masque, qui est un objet central dans la spiritualité africaine, et il ne le présente pas comme un artefact exotique. Non, il s'adresse à lui comme à une force universelle, qui vient des 4 points du monde pour tout le monde. Il transforme un symbole africain en un symbole pour toute l'humanité. Toute cette démarche poétique, elle nous conduit tout droit au cœur de la vision politique et philosophique de Senghor, son grand projet pour l'humanité. La civilisation de l'universel. Alors attention ici, le mot universel ne veut pas dire une culture mondiale uniforme où tous ressembleraient. C'est tout le contraire. Pour Senghor, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Chaque culture vient avec ce qu'elle a de meilleur, de plus singulier, et elle s'enrichit de ce que les autres apportent. C'est un dialogue permanent, pas une assimilation. Il faut bien se rappeler qu'on est dans les années 60, en pleine guerre froide. Les jeunes nations africaines cherchent une troisième voie. Et la vision de Senghor d'un socialisme africain qui serait enraciné dans les valeurs communautaires traditionnelles mais ouvert au monde, c'était sa réponse à ce grand défi historique. Mais bien sûr, une vision aussi belle soit-elle, ça n'a pas fait l'unanimité, loin de là. L'héritage intellectuel de Senghor est très complexe et il a suscité des débats vraiment vifs, qui durent encore aujourd'hui. Et on arrive à la phrase, sans doute la plus célèbre et la plus controversée de Senghor.
Pour ses détracteurs, cette formule, même si lui la voyait comme une complémentarité, a fini par enfermer les Noirs dans l'émotion, dans l'irrationnel, en réservant la raison aux Européens. C'est ce qu'on appelait une forme d'essentialisation, et ça lui a été beaucoup reproché. La critique la plus cinglante, elle est peut-être venue de l'écrivain nigérien et prix Nobel Wole Soyinka. Pour lui, l'identité, ça ne se proclame pas, ça s'exprime par l'action. Inutile de théoriser la tigritude. Le tigre, lui, il prouve ce qu'il est en agissant. C'était une façon de dire que la négritude était un mouvement trop théorique, pas assez ancré dans les luttes concrètes. Et les critiques sont nombreuses en effet. Certains ont dit qu'il était trop tourné vers un passé idéalisé, oubliant les problèmes du présent. D'autres ont trouvé sa vision trop simpliste pour un continent aussi complexe, ou trop déconnecté des urgences économiques. Et bien sûr, sa grande proximité avec la France a souvent été vue comme une forme de néocolonialisme. Mais l'homme politique, lui, a posé un acte qui a marqué tous les esprits. En 1980, Senghor quitte le pouvoir, volontairement. Un geste absolument inédit sur un continent où, malheureusement, trop de dirigeants s'accrochaient à leur fauteuil à vie. C'était sa façon de prouver qu'il croyait vraiment en la démocratie. Et voilà ce qu'il disait, quelques jours après son départ, sur ce qui a été son œuvre. On voit bien où était sa priorité. Forger une nation, pas seulement avec des institutions, mais avec une culture, un art, une pensée qui lui soit propre. C'est là que l'œuvre du poète rejoint celle du président. Au bout du compte, malgré toutes les critiques, le cœur de la pensée de Senghor, ça reste ce message profondément humaniste. Il a toujours cru au dialogue, au métissage, à la rencontre. Son but n'était pas de construire des murs, mais bien de jeter des ponts. Et c'est la grande question que son héritage nous pose aujourd'hui. À une époque où les identités se crispent, où les murs se dressent à nouveau un peu partout, que reste-t-il du rêve de Senghor, de ce grand rendez-vous universel où chaque culture viendrait enrichir l'humanité? La question, évidemment, reste ouverte.